Bien, alors bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, une bonne nuit. Donc, nous débutons notre matinée. Et donc, je vais laisser la parole à Laurence Madeline, qui est historienne de l'art, conservatrice en chef du patrimoine, spécialiste de Picasso et qui va donc nous parler de Picasso. C'est à vous. Alors, commençons avec la façon dont Picasso a pu regarder et représenter le cheval. Et puis, ce titre un peu provocateur, pas provocateur, mais un petit peu, disons, aride, pour commencer, parce que cette dernière journée, vous avez entendu parler du cheval glorieux, le héros de l'art, de l'histoire de l'art et du règne animal, ou presque. Et puis là, on va aborder quelque chose qui ne sera plus aussi fier et plein d'allant. Et voilà. Donc, alors attendez, il faut que je maîtrise les... Oui, voilà. C'est donc ce que déclare Dora Maar, la compagne de Picasso, en 1937. Le cheval serait le cheval de la mort, au sujet de Guernica, ce grand panneau que vous connaissez pour le pavillon espagnol à l'exposition universelle. Cette interprétation paroxystique et apocalyptique résume terriblement la place du cheval dans l'œuvre de Picasso. Mignon au cirque, innocent et ailé dans Parade, ou la chapelle de la paix, sacrifié à la corrida, lubrique au palais idéal du chef-acteur cheval, Picasso semble envisager le cheval comme un anachronisme tragique, une victime imposante ou embarrassante de l'avènement implacable de la modernité. Donc voilà, on n'a plus la peine d'aller plus loin, je vous avais tout résumé là. Mais pour commencer quand même, je voulais vous proposer ce petit détour par l'année 1948 où a eu lieu une exposition qui ferait rêver nos organisateurs, qui s'appelait Cheval et cavalier dans les arts. C'est une exposition qui a eu beaucoup de succès, qui a eu lieu en mai 1948. Les images que vous voyez ici sont des images qui proviennent des archives de Picasso. Picasso avait souscrit à un Argus de la presse, et donc dès que son nom était cité quelque part, il recevait la coupure, et comme il les a quasiment toutes conservées, donc il suffit de parcourir pour trouver des expositions comme ça auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et donc, enfin non pas que le sujet n'ait pas existé, mais voilà, précisément en 48. Et en 48, c'est André Chastel qui chronique l'exposition pour une semaine. Et vous voyez ici le nom de Picasso qui est souligné en bleu. Et que nous dit André Chastel ? Il nous cite, il nous dit, voilà, il y a une œuvre de Picasso dans l'exposition, et c'est Picasso avec son adolescent maigre chevauchant un animal rêveur. Alors je me suis dit, tiens, quelle œuvre pouvait être présente dans cette exposition. Je n'ai pas pu trouver, donc on a un adolescent avec un cheval. Est-ce que le cheval est rêveur ? Je ne sais pas. Est-ce que l'adolescent est vraiment maigre ? Je ne sais pas. On a sinon un autre adolescent sur un cheval. Bref, voilà, je ne sais pas. Mais en même temps, ça nous donne deux pistes pour commencer à explorer ce rapport entre Picasso et le cheval avant que celui-ci ne soit le cheval de la mort. Donc, le cheval de cirque, pour commencer. Je me rends compte, après vous avoir écouté hier, et notamment lors des échanges dans les journées et au dîner d'hier, que l'idée du cheval lui-même et de la monte du cheval était importante, et je me rends compte que j'aurais dû insérer des petites trouvailles que j'ai faites et que je trouve amusantes, mais vous savez, les chercheurs sont un peu idiots, ils trouvent des trucs amusants. Et là, en l'occurrence, c'est dans un répertoire de Picasso, une mention pour
un manège à Paris, au Panthéon, où on donnait des leçons d'équitation. Je me suis dit, tiens, c'est un peu étonnant, qu'est-ce que ça fait là ? Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était l'époque où Picasso était allé au bois de Clamart avec Matisse pour faire du cheval. Picasso avait été très très malade et Matisse, pour l'égayer, le soulager dans cette maladie, l'avait invité à faire des promenades dans le bois dans les bois de Clamart. Ça avait étonné tout Paris, Picasso et Matisse à cheval. Voilà. Je pense que c'est un des seuls moments où Picasso, à part quand il a traversé les montagnes pour aller au village de Gozol en 1906, a véritablement chevauché un cheval. Voilà, 1913, vous savez tout, ou presque. Donc ce cheval de cirque, c'est une des récurrences dans l'œuvre de Picasso. Là, nous avons un arlequin à cheval, et le thème du cheval dans le cirque va durer pendant très longtemps dans la carrière de Picasso. Fernande Olivier, qui était sa compagne du début de la carrière de Picasso, raconte que les soirs de Cirque Medrano, quand nous nous y retrouvions tous, Picasso restait au bar dans l'odeur d'écurie qui montait chaude et un peu écœurante. Vraiment le moment où il va au cirque, il regarde les écuyères, dessine les écuyères. Et donc ces écuyères qui sont quand même un motif de représentation, d'abord de spectacle et de représentation. Là, vous avez les exercices de Franconi, version joli dessin au trait, version image d'Épinal, des images qui traînent partout et qui ont vraisemblablement travaillé Picasso, qui englobait plein d'images, mais je n'ai pas envie d'aller dans ces lieux communs. En tout cas, voilà, les Franconi. Évidemment, la grande écuyère, le grand modèle, c'est celui de Seurat avec le cirque. Tout ça pour vous dire combien il s'inscrit dans une tradition quand il fait ses débuts à Paris et qu'il commence à faire des petites œuvres avec le cirque, dont Toulouse-Lautrec. Et puis voilà, ça nous donne, que je vous l'ai dit, tout au long de sa carrière, des représentations de scènes de cirque, singe écuyer, qui remplace l'écuyère. Et jusqu'à la fin de sa vie, je vous l'ai annoncé, là on est en 1968, il fait une énorme série qui s'appelle la Suite 347, parce qu'il y a 347 gravures qu'il a réalisées en 3-4 mois, et il revient sur les thèmes de sa jeunesse, et donc sur ce thème du cheval, de l'écuyère, qui sont... tout ça est revivifié. Alors j'avais publié un petit livre là-dessus, parce qu'en fait, une des raisons pour lesquelles il revient sur ces sujets, c'est parce qu'il regarde la télévision et qu'il regarde notamment La Piste aux étoiles, animée par Roger Lanzac, et tout ça lui fait remonter des images de sa jeunesse, et il les détourne dans ses gravures. Un des derniers pastels, le cirque, avec encore ce cheval qui est là pour le spectacle. Autre piste, nous l'avons vu avec l'adolescent, le cheval dans cette tradition antique, et notamment ce meneur de cheval nu du printemps 1906, donc là c'est le moment où il est à Gozol, et qui est conservé au MoMA. Et donc voilà, le cheval qui est libre, l'enfant qui est libre, et ils cohabitent comme ça, ils cheminent côte à côte. Et ça fait partie d'un cycle sur lequel il revient avec Chevaux au bain, l'Abreuvoir qui est en bas, et qui est aussi une référence à Gauguin, qui avait consacré quelques œuvres aux cavaliers sur les plages de Tahiti. Et Picasso connaissait très bien, non pas Gauguin lui-même, mais en tous les cas l'œuvre de Gauguin, puisque son plus fidèle et plus ancien ami vivait au bateau Lavoir, c'était Paco Duriau, et donc c'est des choses qui étaient connues, cette manière de finalement
réinterpréter le grand modèle antique avec cette frise du Parthénon et ces cavaliers émérites qui sont représentés dans la placidité des frises de la Grèce. Juste parce que j'aime trop ça. C'est une carte postale de Cocteau qui lui envoie à son adresse rue Schœlcher, parce que la frise du Parthénon, il y avait un moulage de la frise du Parthénon dans l'antichambre, enfin avant d'arriver dans l'atelier, il y avait cette frise du Parthénon, et donc Cocteau, en un clin d'œil, lui a renvoyé cette référence. Évidemment, dans les chevaux antiques, il y a le modèle des Dioscures et le meneur de cheval. Et puis, la référence à Géricault, vous l'avez vu hier, on est quand même dans cette idée d'être à côté du cheval, de l'accompagner. Cheval dans ce rapport de l'homme à l'animal. Et puis en même temps, c'est un vrai cliché pour le coup de la peinture, comme ces photos qui existent, des modèles d'atelier pour que les artistes puissent, sans avoir un cheval chez eux, représenter des scènes d'hommes à cheval. Il y a le cheval de cirque qui est à la fois un cheval noble, ailé, gracieux, prêt à s'envoler dans le rideau de parade, et puis en même temps un cheval un peu grotesque qui est celui qui porte le manager dans ce ballet parade, avec cette cohabitation entre une image idéale du cheval et puis une image un peu ridiculisée de l'animal dans la même œuvre qui est Parade, présentée en 1917 par les ballets russes. Même suite à ce cirque forain qui rassemble ces deux idées du cheval à l'antique et du cheval de cirque. Le cheval ailé est un motif qui revient régulièrement dans l'œuvre, enfin régulièrement pas tant que ça, dans l'œuvre de Picasso, mais quand même qui est très prégnant avec, je vous l'ai déjà montré, le rideau de parade, et puis ce cheval ailé qui est dans La guerre et la paix, cette idée de mythologie et de bonheur sur terre. C'est la chapelle, donc à ses côtés paix, de la chapelle de la guerre et de la paix de Vallauris en 1952. Et très curieusement, il apparaît dans Guernica, dans les études préparatoires, où vous le voyez posé sur le taureau, ou sortant comme prenons une image un peu plus jolie, un bébé kangourou comme ça, et non pas une espèce de naissance horrible d'un cheval ailé qui sort d'un cheval ou d'une jument, une piste un peu étrange pour Guernica et qu'il abandonnera, il n'ira pas plus loin. Donc voilà, on est à Guernica et on se rend compte que le cheval n'est pas simplement un cheval et que peut-être il représente autre chose. On a parlé au démarrage de la mort. Et donc ce cheval, ça c'est toujours pour Picasso, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et ça c'est la raison pour laquelle Picasso ne dit rien, il ne s'exprime jamais sur son travail, parce que toujours, qu'est-ce que vous avez voulu dire? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Et donc cette idée qu'il trimballe comme ça des symboles et qu'il va les utiliser dans ses œuvres. Ce que propose Juan Larrea, qui a été un des premiers à écrire sur Guernica, je suis personnellement convaincue que Picasso, à l'instar d'autres grands artistes, évolue dans une forêt de symboles dans laquelle il puise pour exprimer ses réalités les plus intimes et ses conflits intérieurs. C'est l'un des points de vue les plus évocateurs, celui qui nous permet de retracer à travers son œuvre
l'histoire de sa vie amoureuse, depuis ces jolis petits chevaux de sa jeunesse jusqu'aux montures hideuses et difformes qui reviennent sans cesse dans la frénésie picturale des années 30. Alors là, on est vraiment dans dans ce que l'on ne cesse de raconter chez l'historien de l'art. Mais ça vient de Picasso, hein, c'est sa faute. Il a dit l'œuvre qu'on fait est une façon de tenir son journal. Donc du coup, on voit une œuvre de Picasso, ah ben c'est lui, ah ben c'est ses sentiments, ah, c'est ce qu'il vivait, etc., etc. Et donc d'assimiler les œuvres, et notamment représentant des chevaux, de faire un parallèle avec sa vie amoureuse. Et donc là, selon ce critère, nous avons une corrida qui date du 19 septembre 1963, avec un affrontement logique entre un taureau, un torero et un cheval, tout ça dans un cri, dans une grande violence. Le torero est dans une très mauvaise posture. Et donc c'est à cette époque-là, les corridas n'étaient pas à pied, elles étaient à cheval, et les chevaux n'ont été protégés dans cet affrontement qu'à partir de 1928. Et donc c'était effectivement des affrontements qui étaient très violents, très sanglants. Et là, ben voilà. Donc là, nous avons ce qu'on va lire l'historien, c'est Picasso, le toréador, qui est complètement écrabouillé entre la figure du taureau, sa méchante femme, et le cheval qui en prend aussi pour son grade l'idéale maîtresse. Ce processus, comme ça, est repris. La femme torero blessée, cette fois-ci, c'est la maîtresse qui est menacée par l'épouse. On est vraiment beaucoup de lectures conjugales et un peu lourdes. Et là, vous avez ce conflit de femmes qui serait transposé dans les scènes de corrida. Et donc cette lecture, se dire voilà, il y a du symbole, il y a une corrida égale un drame conjugal, un homme qui est marié, qui en aime une autre, et puis sa femme veut pas qu'il aime une autre, enfin tout ça. Mais ça laisse de côté des événements, cette lecture, qui sont peut-être plus importants. Et notamment, si on lit Le Sol, ce que nous faisons tous les matins, hein, nous lisons Le Sol, El Sol, Picasso a soudainement senti, comme tant d'artistes expatriés, bouillonner son sang espagnol et, un peu las de la vie et des mœurs hautaines de l'étranger, il semble vouloir rafraîchir, remuer, voire recréer sa vision de l'Espagne. C'est la première fois qu'un élan de nostalgie espagnole se manifeste chez ce grand artiste. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que le roi Alphonse il a dû abdiquer. Il y a eu la proclamation de la République espagnole, et donc Picasso se préoccupe effectivement de ce qui se passe en Espagne. Peut-être pas comme le dit un journal espagnol, qui a une manière, il y a des relations là aussi entre l'Espagne et Picasso sont extrêmement complexes, on va pas rentrer dedans, mais il y a une manière des Espagnols de dire regardez, Picasso, le grand artiste international, s'intéresse à l'Espagne. C'est vrai, peut-être pas aussi fort qu'ils le disent, mais en tous les cas, la corrida intervient à ce moment-là, peut-être moins pour rappeler le drame que vivrait Picasso écartelé entre une épouse et une maîtresse, mais peut-être cette lutte politique qui se déroule dans son pays et qui va virer de plus en plus au drame. Alors, je ne sais pas pourquoi je reviens à 1917, mais peut-être pour rappeler cette continuité de représentation de la corrida et du cheval qui très souvent meurt sous les coups de corne du taureau. Rappelez aussi que le cheval c'est lui qui porte le picador qui est censé mettre à mort le taureau. Donc thème de la corrida récurrent, 1921, et qui remonte
En 1937, on l'a déjà vu en 1933, au moment de la proclamation de la République espagnole, et puis là, en dénonciation des crimes de Franco, dans cette série d'estampes qui avait été conçue pour être vendu et envoyé aux soldats républicains. Et donc ce cheval replié sur lui-même en haut à gauche, qui est déjà annonciateur de cette grande fresque et du destin du cheval. Donc, je vous ai dit, on l'a déjà vu, El Sol, et cette vision de l'Espagne. En fait, est-ce que le cheval représente la mort? Est-ce qu'il représente le peuple espagnol? Est-ce que le taureau, qui est celui qui tue le cheval, représente les armées franquistes, la poussée fascisante qui va conduire à mettre Franco définitivement au pouvoir? Ou est-ce qu'il représente lui aussi le taureau espagnol? Nicolas Chaudin a évoqué hier l'idée que le cheval, quand il est monté par un prince, représente le peuple. En fait, les symboles, c'était par là, je crois, que je voulais aller. Les symboles sont changeables, on n'a pas une image fixe. Et l'AREA a beau avoir consacré un livre très remarquable, d'ailleurs, sur Guernica, à dire oui, là, il y a... En fait, ce sont des visions beaucoup plus larges, où ce qui se mêle une idée de souffrance, de puissance, et d'identité profonde de l'Espagne, en l'occurrence, et du drame. Et donc, Dora Maar, qui dit à Juan Marín, oui, ça oui, il m'a dit, le taureau est le peuple espagnol. Par exemple, le cheval serait le cheval de la mort, de l'Apocalypse, des chevaux de l'Apocalypse. Juste quand Dora Maar dit ça à Juan Marín, il faut toujours être très méfiant. Elle dit ça dans les années 70, par téléphone. Donc, moi, je dis tout le temps qu'il faut être très prudent, parce que quelle est la mémoire 40 ans plus tard? Mais effectivement, on ne peut que voir une référence aux chevaux de l'Apocalypse, Durer, Chevalier et la mort, la mort à cheval, la mort que le cheval est associé régulièrement à cette idée de la mort, et vraisemblablement Picasso a ces images en tête. Donc l'Apocalypse, et nous allons jusqu'à Rousseau, peintre auquel Picasso a largement à la gloire duquel Picasso a largement contribué. Et donc, oui, le cheval peut être le cheval de la mort. Alors, on va arriver dans un autre épisode qui nous amène vraiment à se questionner sur des choses qui seraient tellement définitives que ce cheval est cheval de la mort, ou... parce que il y a cet épisode de 1939, un peu, ça c'est Sabartès, qui était le secrétaire de Picasso, qui écrit dans ses souvenirs, un peu avant Royan. Donc Picasso fuit, quitte Paris parce que les Allemands arrivent, c'est l'exode, tout le monde quitte Paris, et lui prend la destination de Royan. Un peu avant Royan, des groupes de chevaux que nous rencontrons allant dans la direction que nous quittons attirent l'attention de Picasso. Ce sont des chevaux réquisitionnés par l'armée. Ils vont par 2 ou 3. Un homme à pied conduit chaque paire ou chaque groupe en tenant toutes les rênes dans une main, le bras levé. Ces bêtes, avec leur aspect soumis, impressionnent Picasso. Ils semblent comprendre, et ils comprennent certainement qu'ils ne vont pas vers leur travail habituel. Bon. Ça, c'est ce que raconte Sabartès en 1946, et Sabartès est un très bon témoin. Et il prolonge, les premiers dessins de Royan représentent les chevaux qu'il a croisés en chemin ou ceux qu'il voit de la fenêtre de la salle de travail. Ces dessins sont le point de départ de son travail de Royan. Ils témoignent de ses sentiments imprégnés de tragique quand il arrive à l'endroit choisi par lui pour se recueillir. Il suffirait de regarder la date des œuvres de cette période pour comprendre les angoisses qu'il traversa au moment de leur création. Ok, donc les chevaux ont été réquisitionnés
en septembre 1939. Ça, c'est celui de Besançon. Je n'ai pas trouvé celui sur la région de Royan. Mais donc, nous sommes en septembre 1939, au moment où, effectivement, Picasso descend vers Royan en voiture. Et puis, plusieurs mois plus tard, Picasso fait ses dessins de cheval, dont Sabartès dit, ben voilà, ils annoncent ce drame, cette tragédie de la guerre et de toutes les années qui vont venir. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Un cheval que, de mon côté, je trouve plutôt gai, pas du tout inquiet de son destin, et puis qui avance. Et donc, je me re-questionne sur quelle est la validité de ces lourds, très très lourds propos que l'on porte au cheval dans les œuvres de Picasso, parce que là, il me semble qu'il y a aussi bien dans le calendrier que dans l'allure du cheval un certain décalage. Bon, il y a des chevaux qui semblent un peu rechignés, mais en même temps, comme il a introduit des bouts de scène de corrida, donc en fait, on ne sait pas. Et je suggère que nous disions à ce point que peut-être que le cheval est porteur de ces symboles. Peut-être qu'il raconte encore autre chose. Donc le cheval est effectivement dans l'œuvre de Picasso à la fois ambigu et anachronique. Donc nous revoyons une scène de Picador pour simplement repointer que le cheval est effectivement une victime, mais c'est aussi l'allié de l'homme dans la mise à mort du taureau. Je ne dis pas que le cheval est coupable. Il n'a pas demandé à aller comme ça dans l'arène pour martyriser un taureau. Néanmoins, il y a cette alliance un peu comment dire, du couple, ce couple du picador et du cheval. C'est aussi le cheval qui transporte les armées, les armures, les armes, etc. dans la guerre. Et puis, c'est ce cheval qui peut être très pacifique et tout à coup peut montrer les dents, être à la fois gentil, mignon comme au cirque, et puis être un peu menaçant. Et c'est cette ambiguïté qu'on retrouve avec les chevaux de Diomède qui mangeaient les ennemis de Diomède, justement. Et là, si on repose cette idée d'ambiguïté, mais aussi d'anachronisme, mais restons sur l'ambiguïté, je vous rappelle que une des premières leçons de psychanalyse de Freud est celle qui a été menée sur Hans, ce petit garçon qui vit à Vienne à la toute fin du XIXe siècle. À 5 ans, il développe une véritable phobie des chevaux au point de ne plus vouloir sortir dans la rue. Il aurait entendu quelqu'un dire à une fillette de faire attention à ne pas se faire mordre par un cheval. Ou bien il en aurait vu un s'effondrer lourdement devant lui, ou bien il aurait été impressionné par le pénis de l'animal. Parce que effectivement, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, le cheval est une présence dans la ville avec ses différentes caractéristiques d'animal. Le côté sauvage, on peut se faire mordre. Le côté bête de force qui peut s'effondrer à force d'avoir été sollicité par son propriétaire. Ou la force brute de l'animal avec ce pénis qui était très 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 visible et qui est complètement détourné par Picasso après sa visite du palais idéal du facteur cheval. Vous le voyez ici dans le palais avec Paul Éluard. Il fait toute une suite comme ça de dessins complètement lubriques avec un cheval complètement déchaîné. Et je vous en passe. On retrouve ce côté, ce face-à-face entre la femme et le cheval, avec une espèce
d'ambiguïté en termes sexuels. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Et dans cette suite 347, toujours, là, on a l'impression que le clown n'a plus aucune virilité, aucune force sexuelle par rapport au cheval qui, lui, est tout fringant. Et ça, ça a été comme une espèce de fin de vie et de fin de puissance du clown qui pourrait être l'artiste ou qui serait simplement n'importe quel homme qui, face à un cheval aussi fringant. Et cette présence du cheval dans la ville, cette espèce de côté anachronique, on la voit dans les photos de Stiglitz. Stiglitz, qui était américain, qui a été très proche, c'est lui qui a un des premiers à avoir apporté les avant-gardes aux États-Unis, les avant-gardes françaises, parisiennes, et il écrit « Je vis un jour 2 attelages d'étalons noirs tirant des chariots et avançant côte à côte. La circulation était arrêtée, les chevaux étaient stationnés devant moi, il faut que j'aille plus vite. Sur le trottoir, il y avait de nombreuses femmes faisant leurs courses. Les chevaux étaient là, debout, frémissant, palpitant, leur pénis ondulant à moitié en érection. Je restais debout, fasciné, regrettant de ne pas avoir d'appareil photo avec moi. Personne ne voulait être vu regardant les animaux, mais on pouvait sentir que tout le monde avait conscience de leur présence, désireux de regarder. À New York, de telles choses n'auraient pas été permises. Tous les chevaux de la ville étaient hongres. » Et là, dans cette phrase, je trouve qu'on voit vraiment cette présence qui est tellement ambiguë dans la ville, mais en même temps, c'est la fin. C'est la fin du cheval. Le cheval est la grande victime du XXe siècle. Là, ce sont des photos de Kertész. Vous vous souvenez l'idée du petit Hans qui avait peur de les voir s'effondrer. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivaient. Il est resté des chevaux, mais qui ont été remplacés par la mécanique. Et ça, on se rend compte dès 1899 avec Pierre Giffard. Le cheval va bientôt être plus utile, et le cheval passe comme animal de boucherie. Le pic de la consommation de cheval en France est en 1911, à ce moment où le cheval change de statut, il n'est plus utile, en tous les cas dans les travaux quotidiens, et peut-être qu'au fond, Picasso représente dans toute cette suite de représentations de chevaux. Oui, je ne sais pas pourquoi ça a sauté. 1899, je vous ai mis comme ça toute une suite de ses tout débuts jusqu'à sa dernière représentation en 1951 d'un cheval caparaçonné. Et puis, au fond, il y en a encore en 1962, des chevaux. Encore, ça je ne peux pas résister, la Célestine, une gravure de la suite 347, où il revient cette fois-ci au roman picaresque à la fin de sa vie. Et puis, en fait, le cheval disparaît parce que le cheval disparaît de l'environnement de Picasso. C'est pas simplement parce qu'il est isolé, mais c'est la fin du cheval. Voilà, et c'est la fin de ma communication. Merci. Merci beaucoup, Laurence.